Bonjour à tous, je m'appelle Augustin et aujourd'hui on va parler de vidéo. Alors j'avais préparé un petit sondage pour vous mettre un peu dans le bain, mais il est complètement faussé parce que je connais déjà la réponse. Alors on va le faire quand même. Faut lever la main. Qui a déjà vu une vidéo entre le moment où il s'est levé et maintenant? Sachant qu'il y avait une vidéo dans une des présentations de tout à l'heure. Voilà. Bon, j'avais mis 78% avec 22% de timide. C'est pas grave, on voit pas très bien. L'idée, c'est que la vidéo aujourd'hui, c'est devenu le médium de communication par excellence. Vous avez vu des vidéos partout. Là, il y a, j'ai compté tout à l'heure, 5 vidéos caméra braquées sur moi et 2 appareils photo. Donc voilà, la vidéo, c'est le médium de communication. Vous le voyez au cinéma, à la télé, sur votre tablette, sur votre smartphone, dans votre voiture, même dans votre douche pour certaines personnes. Ça, c'est un ami à moi, il s'appelle Georges, il fait des films, peut-être vous le connaissez. Et quand Georges fait des films, il utilise un outil qui est vachement utilisé dans le cinéma, mais aussi dans toutes les productions de vidéos, ça s'appelle le storyboard. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un storyboard, en fait, un storyboard, c'est un brouillon d'un film. On fait des dessins de chaque plan du film. Ça sert à 2 choses. Première utilisation, c'est un outil de réflexion artistique et de partage avec l'équipe de tournage. Et deuxième utilisation, ça fait un super guide quand on va tourner son film. On a déjà les plans qu'on veut tourner et on n'a qu'à suivre le guide. Alors, les storyboards, comment ça s'utilise aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode que je voudrais appeler cheap, que je fais volontairement devant vous. Alors, l'idée, c'est d'avoir des papiers, voilà. Un storyboard amateur. Comme vous le voyez, c'est pas du tout pratique, parce qu'en général, on a une caméra dans la main ou d'autres choses. Alors, pour les regarder, on galère un petit peu, etc. Bon, vous avez compris l'idée. Après, à Hollywood, ils ont un peu plus d'argent. Alors, ils ont inventé un autre système. Enfin, inventé, c'est un bien grand mot. Ils les mettent en gros sur des planches. Donc là, vous avez reconnu, c'est Star Wars. Donc ça, c'est super cool, c'est super visuel. Par contre, imaginez que vous allez tourner dans la forêt et qu'il pleut. Bon, bah, c'est pas super pratique. Et donc, on arrive vite à des situations assez compliquées. Et donc, moi, je me suis dit, on est en 2017, on est dans l'ère du digital, est-ce qu'on pourrait pas bidouiller un truc autour de ça? Alors, il y a déjà des solutions qui existent, mais qui sont professionnelles, mais pas du tout orientées vers l'aspect visuel du storyboard. Il y a des solutions qui sont très visuelles, mais pas du tout adaptées à une utilisation professionnelle. Et enfin, il y a des solutions qui pourraient être très cool, très innovantes, mais qui n'existent pas, ou en tout cas, pas encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous propose Frame-it. Alors Frame-it, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une application mobile collaborative qui va vous permettre de créer, d'utiliser et de partager des storyboards. Alors comment ça marche? Bon, c'est super simple. En fait, c'est une application dans laquelle vous allez pouvoir avoir accès à vos storyboards. Donc je rappelle, hein, c'est juste des images. Les catégoriser et avoir un accès assez interactif à vos dessins. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait créer. J'ai rappelé aussi que le storyboard, c'était un outil d'abord de création artistique, et donc les gens n'ont pas du tout les mêmes manières de créer, et moi je veux pas du tout bloquer la création. C'est pour ça que quand vous allez créer un nouveau plan, soit vous prenez en photo un dessin, soit vous importez une image parce que vous préférez travailler avec un logiciel de création graphique, ou alors, vous pouvez directement dessiner parce que, comme vous le voyez peut-être là ou là, c'est des bonhommes bâtons et ça suffit largement de dessiner sur la tablette. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer à travers vos storyboards. On va combiner le côté pratique de la feuille de papier dans la poche, puisqu'on a accès sur son smartphone ou sur sa tablette aux différents plans, mais aussi le côté plus visuel d'un grand board parce qu'on va pouvoir avoir accès à la liste. Et en fait, la grande nouveauté, c'est le côté partage. L'application, elle est collaborative et elle est synchronisée en direct sur le cloud. Donc, quand un membre de votre équipe de production va faire une modification, elle va être modifiée, enfin, elle va apparaître directement. Et il y a un système de commentaires qui va permettre aux différents corps de métier de préciser des détails sur chaque plan ou de poser des questions et d'avoir des réponses. Alors, vous allez me dire, bon, super, tu as fait une application avec des images. C'est quoi le business model de tout ça? Il faut savoir que à la base, Frame-it, ça s'appelait pas du tout comme ça s'appelait Storyboarder. C'est un projet que j'ai commencé à l'automne dernier, qui était vraiment orienté pour les cinéastes amateurs, voilà, vraiment que ces gens-là. Et j'ai pitché un peu l'idée à droite à gauche, je l'ai présenté à plusieurs personnes et on m'a dit « mais attends Augustin, tu fais des suites d'images, il n'y a pas que le cinéma qui fait ça. Là, vous regardez une suite d'images, les designers ils font des suites d'images, voilà, enfin ça existe partout. » Et donc c'est pour ça que j'ai choisi un nom un peu plus large. Et en fait, l'idée du business model, c'est que ça va pouvoir plaire à un grand public, mais aussi à un public professionnel, des boîtes de com, des boîtes de pub, des boîtes de design, qui vont avoir un usage plus grand et donc
plus payant de l'application, et c'est pour ça que je vous propose un modèle freemium. Vous savez tous ce que c'est a priori le modèle freemium. Voilà, donc tout ça c'était Frame.it, créer, utiliser et partager des storyboards. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. Si c'est un freemium, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant? Alors en fait, l'idée c'est qu'on stocke des images. Donc pour l'instant, l'idée que j'ai, c'est capacité super limitée de stockage. On achète l'application gratuitement ou pour 1 €. Et à ce moment-là, on a accès à une certaine capacité de stockage. Mais si on est une entreprise, on va vouloir avoir accès à beaucoup plus de stockage ou alors à l'option du partage qui pourrait être désactivée dans un premier temps. En France ou dans le monde, c'est combien? Bah, le potentiel, il est assez gros. Je peux pas vous chiffrer. En fait, c'est assez dur. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus. C'est super dur de chiffrer exactement ça parce que quand on présente aux gens, ils disent ah ouais, c'est génial, je pourrais m'en servir pour faire ça. Après, si on va voir des professionnels du cinéma, ils disent moi le storyboard, je l'utilise, mais ça dépend des projets. Donc en fait, c'est vraiment dur à chiffrer. Mais une fois qu'on a l'app en main, comme c'est assez interactif, on peut se dire que ça marche bien. Et en vrai, niveau boîte de com, boîte de pub, tous les gens qui font de la vidéo, ça peut beaucoup servir. Vous êtes seul sur le projet ou il y a une équipe avec vous? Là, je suis tout seul. Deux commentaires, enfin, quelque part au point de vue base de données, c'est à peu près ce qu'on peut faire de plus simple comme application. Hein, parce qu'en fait, c'est le numéro de l'image et il faut savoir l'ordre, quoi. Il n'y a pas beaucoup de bases de données derrière. Donc. Ah non, c'est super simple. Ouais. Et j'imagine qu'il y a déjà des applications qui font ça. Donc la première question pour moi, c'est le barrier to entry. Enfin, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de refaire ça en une demi-journée? Et deuxièmement, s'il y a déjà des storyboard applications, vous avez comparé, vous avez regardé, vous avez dit ah, moi, la mienne sera mieux parce que je fais ça. Alors, pour la première question, la réponse est simple, rien ne les empêche. Voilà. Et pour la deuxième question, niveau storyboard, il y a deux types d'applications. Il y a des applications mobiles qui sont plus des applications, comme j'ai parlé tout à l'heure, Shotlister par exemple, qui sont des applications de planification de tournage, mais qui sont très techniques, et qui n'est pas du tout orienté vers le côté visuel d'un plan, c'est plus vers la technique, la focale de la caméra, le machin. Et c'est des applications qui sont plutôt chères et donc qui ne peuvent pas s'ouvrir à un large public, sachant que la vidéo, ça s'ouvre de plus en plus au monde entier. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les applications de création de storyboard. Alors là, il y en a beaucoup, professionnels, moins professionnels. Les professionnels sont très très chers. Et en fait, elles ne permettent elles permettent de créer les storyboards, certes, mais dans la partie utilisation et partage, ça se limite à de l'export PDF en fait. Donc quelque chose de complètement figé et pas interactif. Est-ce qu'il y a déjà une communauté un peu bêta-testeur ? Alors non, parce que l'application n'est pas encore finie d'être développée. Je suis en train de la développer actuellement. Mais il y a un site web où les gens peuvent déjà se préinscrire et j'ai déjà des préinscriptions de gens intéressés. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, comme on est un peu en retard sur le timing, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Augustin. Bonjour à tous, je m'appelle Christopher. Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais à votre place et là j'ai l'immense honneur de présenter ma start-up que je suis en train de développer et le domaine de la santé. Donc je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui veulent entreprendre dans la santé, mais vous devez savoir que la santé
c'est un domaine porteur d'énormes opportunités. Il y a des progrès technologiques fabuleux qui ont vu le jour ces 20 dernières années. On peut assister maintenant à on voit des cœurs artificiels qui ont été créés à partir d'imprimantes 3D. Il y a des chirurgiens qui opèrent à distance. Mais si on regarde de plus près les outils de productivité du quotidien dans les établissements de santé, on se rend compte que rien n'a vraiment changé. Alors, nous, chez MedGo, on s'est attaqué à un problème en particulier, c'est la gestion du personnel des remplaçants. Donc c'est un problème que tous les établissements de santé retrouvent. Tous les établissements de santé ont une obligation de continuité des soins, et lorsqu'une infirmière n'est pas là, ils sont dans l'obligation de trouver un remplaçant. Donc ça prend beaucoup de temps. La méthode actuelle, c'est je décroche mon téléphone, j'appelle une dizaine d'infirmières et je prie pour trouver quelqu'un. Et si je trouve personne, je fais appel à une agence d'intérim et ça me coûte un bras. Donc nous, chez MedGo, on essaie de développer une plateforme de gestion des remplacements qui permet aux établissements à la fois de réduire leurs coûts et de faire des gains en productivité. Donc on a commencé à développer le produit en novembre 2016. En janvier, on a commencé la commercialisation. Et si j'analyse les datas sur notre client historique, donc c'est une clinique à Nantes qui a 150 lits, 200 employés et 5 cas de santé. Avant MedGo, elle dépensait environ 2 000 € par mois en intérim et ça prenait jusqu'à 1 heure au cadre de soins pour trouver un remplaçant. Maintenant, grâce à MedGo, tout est fait en 2 minutes et on a réussi à diviser par 2 les coûts d'intérim. Donc, comment est-ce que c'est possible? J'ai fait une vidéo, donc malheureusement, je n'ai pas utilisé Fremit, donc j'espère que ça va marcher. Hop. Alors, donc, je vais mettre en grand écran. Non, j'ai pas besoin. Parfait. Donc, à gauche, vous avez l'écran d'un cadre de santé à qui on a annoncé hier soir que malheureusement une infirmière ne pourra pas être là le lendemain. Donc, on est dans un cas d'urgence. Et à droite, vous avez le téléphone portable d'un infirmier potentiellement disponible. Donc, moi, je suis le cadre de santé. Avant, ce que je faisais, c'est que je décrochais mon téléphone, j'appelais une dizaine d'infirmiers à 23h30. Et maintenant, je vais juste me connecter sur MedGo. Donc MedGo, c'est un site internet, tout ce qui est le plus simple, avec un accès pour les remplaçants, un accès pour les cadres de santé. Donc j'arrive sur une première page où il y a la liste de tout le personnel qui a l'habitude de travailler avec l'établissement de santé. Et moi, je vais juste poster une nouvelle vacation. Donc là, j'arrive sur un menu où je vais choisir une attribution automatique au premier répondant dans la mesure où je suis vraiment dans un cas d'urgence. Alors, il faut savoir que les agences d'intérim profitent souvent de ces cas d'urgence. Je vais spécifier que je cherche une infirmière de jour pour... alors là, un accroissement d'activité serait plutôt une personne qui est absente. Et on génère automatiquement la liste des vacataires, donc des remplaçants disponibles et éligibles. Donc là, j'ai l'aperçu, je vais poster la vacation et tout de suite, l'ensemble des vacataires disponibles et éligibles vont recevoir à la fois un email, donc ça devrait arriver, et un SMS. Alors, chez MedGo, au début, on se disait pourquoi ne pas faire une application mobile? Et puis on s'est rendu compte que finalement, la majorité des aides-soignants, ils n'ont pas forcément un smartphone. Et tout le monde sait utiliser les SMS, tout le monde reçoit ces SMS. Et donc du coup, c'est quand même plus simple. Donc là, j'avance un peu. Le SMS arrive vers 23h40. Voilà. Et donc du coup, on voulait absolument un fonctionnement 100% SMS. Donc là, le SMS est arrivé, où il précise, il explique tous les détails de la vacation qui est disponible pour le lendemain. Et pour postuler, on a simplement à répondre au SMS. Et donc du coup, on nous renvoie un autre SMS pour bien qu'on confirme qu'on respecte la réglementation en termes de temps de travail. Donc c'est assez réglementé à ce niveau-là, surtout dans la santé. Donc là, je confirme bien qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Et ça y est, la vacation là, est confirmée et le cadre de santé reçoit un mail comme quoi c'est bon, il a trouvé quelqu'un pour le lendemain. Et du coup, il n'y a plus de souci, il n'a pas besoin de passer par une agence d'intérim. Donc actuellement... Alors actuellement, nous, on a commencé la commercialisation en janvier dernier. On a 15 clients qui nous payent. Donc c'est le modèle économique, c'est un abonnement mensuel. On est en train de signer un énorme groupe. Donc c'est pour ça que mes associés ne sont pas là cet après-midi. Et donc du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est passer à la vitesse supérieure. Donc lever de l'argent. On est à la recherche de talents, à la fois techniques et commerciaux, qui veulent rejoindre l'aventure. Donc on est vraiment... on est au niveau de la fusée qui est en train de décoller là. Il y a 18 000 établissements de santé en France et nous on n'en a que 15 et donc du coup il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc si vous voulez investir dans Medgo ou rejoindre l'aventure, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Sur le business model, donc c'est qui paye quoi et quel est l'intérêt pour à part avoir un job tout de suite, pour le personnel médical de s'inscrire? Ouais. Alors nous on est sur un abonnement mensuel dont le prix c'est les établissements c'est les établissements de santé qui sont nos clients. L'abonnement a un prix qui varie en fonction du nombre de remplacements. Donc plus on a besoin de l'outil, plus on paye cher. Par contre, du coup, pour le personnel remplaçant, ça a l'avantage d'être assez rapide. Il n'a pas besoin d'être dérangé en plein milieu de la nuit et il peut gérer du coup l'ensemble des établissements avec lesquels il travaille et qui sont sur Medgo simplement à partir de son téléphone portable qui n'a pas besoin d'être un smartphone. Voilà. Mais finalement, nos clients, c'est les établissements de santé, donc c'est eux qu'on essaie de convaincre avant tout. Mais du coup, pour suivre dans cette question, est-ce que la base de données des intervenants, c'est quelque chose qui compte dans votre business model là? Alors ça, c'est une question un peu touchy. C'est-à-dire que aujourd'hui, chaque établissement de santé a un réseau et jamais c'est le réseau leur appartient. Voilà. Mais on n'est pas fermé à l'idée, sous réserve que l'établissement soit d'accord et il retrouve aussi ses comptes, à partager ce réseau avec d'autres établissements. D'ailleurs, le groupe pour lequel là on est en train de signer aujourd'hui a une vingtaine d'établissements et ils ont compris que grâce à cet outil, ils pouvaient mutualiser leur réseau. Donc c'est quand même hyper intéressant pour un groupe de santé. Vous êtes des intermédiaires, l'agence intérim là? Tout à fait. Exactement. C'est bien l'agence, c'est bien la clinique qui paye le personnel. Tout à fait, ouais. Pour l'instant, nous, on n'est pas du tout porteur de l'emploi. Alors peut-être qu'à terme, ça changera. Si nous, on amène des personnes qui sont extérieures à l'établissement. Et ça, il y a d'énormes opportunités à le faire. Mais aujourd'hui, non. On est trop petit pour le coup. J'ai une double question. Il y a beaucoup de gens qui s'attaquent à ce sujet, effectivement, de désintermédier les agences d'intérim. Donc la première, c'est... Et alors certains le font de façon généraliste et d'autres sur des verticales comme vous. Donc est-ce que la verticale est suffisamment spécifique pour vous-même pas vous faire déplacer par ces gens-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je ne sais pas dans le secteur de la santé, mais dans le secteur typiquement des cafés, hôtels, restaurants, il y a des gens qui font ça, mais avec le personnel finalement interne. Puisque comme il y a des variations de charges, ils travaillent pour des groupes où finalement ce sont les propres salariés du groupe qui vont aller de l'hôtel A à l'hôtel B parce que il y a une baisse de charge dans A, mais il y a une augmentation dans B. Est-ce qu'il y a ça aussi dans la santé où ils sont tellement tous sous tension que c'est que des sous-traitants en fait? Alors, pour ce qui est de la première question, on a bien, au début, on n'a jamais vraiment envisagé de rentrer en frontal par rapport aux agences d'intérim parce qu'elles sont vraiment trop puissantes. Mais du coup, le fait d'aider un établissement de santé à gérer son personnel de remplaçants, ça nous permet c'est une porte d'entrée pour entrer dans ce domaine qui est assez compliqué. Et une fois qu'on sera suffisamment grand, on peut envisager de se confronter aux agences d'intérim. Pour ce qui est de la deuxième question, il faut savoir que la santé, c'est un domaine qui est assez particulier où finalement, les infirmiers n'ont pas de problème à trouver un emploi. Donc ça veut dire que c'est vraiment eux qui sont la ressource rare. Et donc c'est difficile de comparer la santé à l'hôtellerie, par exemple. Parce que
dans l'hôtellerie ou dans la restauration, il y a un chômage quand même assez important et finalement beaucoup de gens sont intéressés. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, dans l'hôtellerie, enfin la société à laquelle je pense qui fait ça, Ouais. justement, elle a fait gagner des centaines de jours d'intérim à des chaînes, à des grandes chaînes, qui typiquement se tournaient vers l'intérim pour des problèmes de charge, Ouais. et qui maintenant finalement se disent, mais en fait c'est idiot parce que j'ai des gens qui se tournent les pouces peut-être à un endroit A, alors que j'ai où ça peut être les restaurants. Enfin, donc, Alors que j'ai un besoin à un hôtel Voilà. B et que c'est le même groupe. du coup, ça a permis Ouais. de faire gagner beaucoup d'argent aussi. Tout à fait. Alors nous, on est exactement dans ce cas-là, notamment au niveau des groupes de santé. Et puis à terme, si on devient suffisamment grand, on pourra mutualiser les réseaux de plusieurs établissements de santé et donc du coup ubériser un peu tout ça. Si je comprends bien la question de François, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique dans le domaine de la santé qui fait qu'une application ou une plateforme qui marcherait parfaitement pour l'hôtellerie ne pourrait pas facilement marcher pour la santé? Alors, ou réciproquement, votre application, je pourrais l'imaginer aussi pour l'hôtellerie, pour l'éducation. On a le professeur qui n'est pas là ce matin. Il y a des tonnes d'applications. ouais, Donc tout la à fait. grosse question, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique dans la santé qui fait que de l'attaquer comme ça vous protège de la concurrence qui est peut-être plus plateforme? Ou alors, c'est le même problème, vous l'attaquez comme ça, mais vous avez dans l'idée d'avoir une plateforme qui est plus horizontale? Alors, pour le coup, pour répondre à votre question, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui pourrait empêcher un acteur dans l'hôtellerie de venir dans la santé, si ce n'est que ce n'est pas les mêmes acteurs et qu'il y a quand même certaines spécificités au niveau du travail dans la santé. D'un point de vue, il y a pas mal de choses à penser. Donc, l'outil en tant que tel, que je ne connais pas, qui est utilisé dans la santé et dans l'hôtellerie, il faudrait peut-être l'adapter un petit peu pour qu'il aille dans la santé. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche d'aller aussi dans l'hôtellerie. Et réciproquement. Et donc, pour essayer de comprendre le flow un peu plus, les infirmiers, ils se déclarent comme étant disponibles ou on assume qu'ils sont disponibles? Alors, eux, ils ont, si vous voulez, nous, on voulait un fonctionnement 100% SMS, mais il y a quand même une application responsive sur Internet où ils peuvent mettre à jour leur disponibilité selon les différentes dates pour que nous, on puisse savoir si une personne est disponible ou non. D'accord, donc vous n'allez pas envoyer un SMS soit à la personne qui est déjà malade et qui essaie d'être remplacée, soit à ceux qui sont déjà dans l'hôpital. Ouais, voilà, tout à fait. D'accord. Alors, Et la deuxième question, c'est que bon, s'il n'y a qu'un infirmier qui sont disponibles, j'envoie ma requête, ça part à 15 SMS. Ils ne vont pas forcément répondre tous au même moment. Enfin, ouais, donc tout d'un coup, s'il y a 3 réponses qui viennent positivement, comment vous direz tout le tri, le flow Alors, vous mettez le doigt sur un point important. C'est que nous, on était conscients de ça. Il y a certaines missions qui sont postées où il y a, dans des gros établissements clients, où il y a 70 vacataires qui sont éligibles. Donc, si on prévient tout le monde et finalement on attribue la mission seulement à une personne, ça fait 69 déçus et c'est pas terrible parce que la prochaine fois, ils postuleront pas. Donc nous, on a mis en place un algorithme de priorisation où on va d'abord envoyer un SMS à la personne qu'on suppose être la plus susceptible de répondre positivement à l'offre. Et puis, 3 minutes après, on va envoyer un autre SMS à une deuxième personne. Quand je dis 3 minutes, ce temps-là dépend de quand va commencer la mission, si elle est urgente ou non. D'accord. Donc oui, tout à fait, il y a un algorithme de priorisation. Là, du coup, je me suis un peu arrangé. Il y avait 7 personnes qui étaient prévenues. J'ai un peu triché dans la démo pour que ce soit bien cette personne-là qui reçoit le SMS en premier. D'accord. Donc quelque part, cet algorithme est un peu une portion de votre innovation quand même. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, je vais élargir un peu la question du jury. En termes de développement de votre offre, je pense qu'il y a 3 solutions possibles. Effectivement, il y a aller vers d'autres métiers. Alors, on a parlé de l'hôtellerie ou par exemple de l'éducation, les surveillants. Vous faites la même application pour faire la même chose ailleurs. Il y a une deuxième forme de développement, c'est aller plus loin dans la prestation qui est offerte, par exemple le contrat de travail, les déclarations de machin. Et puis il y a une troisième solution, c'est effectivement d'offrir les remplaçants, qu'ils soient pour les infirmières, les aides-soignants, les surveillants ou les gens de l'hôtellerie, sur une offre cette fois-ci où vous offririez vous-même les emplois plutôt que de prendre seul l'établissement. D'après vous, quel sera le développement le plus naturel pour mettre Go dans les mois ou les années qui viennent ?
Alors, dans notre roadmap produit, c'est la deuxième piste qu'on a privilégiée pour le court terme. Nous, chaque semaine, on lance une nouvelle version de notre produit du site internet. Et puis là, vous voyez peut-être vous arrivez à voir, mais en 2019-2021, on pense porter l'emploi et sous réserve qu'on ait une base de vacataires suffisamment grande, on pense à porter l'emploi auprès des établissements de santé. Voilà. Du coup, je pense que l'option qui consiste à aller vers d'autres domaines, pour l'instant, elle est un peu écartée. Mais si c'est possible. Ça fait 2 questions tout au fond de l'amphi, c'est pas très sympa pour moi ça. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions. Combien ça coûte, c'est-à-dire l'abonnement, combien il coûte pour votre client? Et qui dit abonnement dit service garanti pour moi. Donc est-ce que ça veut dire que vous garantissez un résultat ou simplement une mise en œuvre de moyens pour vos clients? Alors, donc du coup, c'est un abonnement mensuel qui dépend du nombre de vacations par mois. Le prix va être dégressif avec le nombre de vacations. Donc on est sur 5 € le remplacement pour des tout petits tarifs et on peut descendre jusqu'à 2 € par vacation pour des grands établissements. Et aujourd'hui, on n'a aucune obligation de résultat, si ce n'est que nous, on mesure le pourcentage et on fait tout pour essayer de le maximiser, le pourcentage de missions pourvues. Mais les chiffres sont là, c'est-à-dire que vraiment, grâce à MedGo, nos 15 clients, ils ont réussi à avoir moins recours à l'intérim. Donc ça veut dire que de toute façon, l'abonnement est suffisamment attractif pour que l'établissement s'y retrouve en économie sur leur coût d'intérim. Et donc en fait, vous êtes payé à la vacation réalisée. Enfin, oui, tout à fait. ouais, d'accord. Enfin, c'est un système d'abonnement, mais oui, ça va être ça à la fin. Et j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous constituez votre stock, entre guillemets, de profils, enfin de vacataires? Alors, nous, on constitue, c'est pas notre stock, si vous voulez, c'est vraiment l'établissement de santé qui va s'occuper de constituer leur propre réseau et qui seront ensuite disponibles pour tous les établissements partenaires de cet établissement, s'ils veulent mutualiser leur réseau. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à dire que telle personne peut être infirmière ou aide-soignante parce que c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est vraiment de solliciter intelligemment telle personne parce qu'elle est disponible et elle est compétente selon l'établissement. Voilà. Super. Alors, dernière question. Oui, je voudrais savoir comment vous gérez la gestion de crise. Vous parlez des plans blancs ? Oui, par exemple. Ouais. Alors, donc ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre de nos clients nous ont remonté, notamment en ces temps un peu troubles. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est aussi dans notre roadmap, il me semble, ou si ce n'est pas, ça devrait l'être. Et du coup, pour l'instant, on a pensé simplement à donner la possibilité aux cadres de santé de rappeler leur personnel avec par SMS. Mais pour l'instant, on n'a pas encore développé vraiment cette fonctionnalité. Mais ça va venir. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Elliot et je suis passionné par les sneakers. Les sneakers, c'est des... Est-ce qu'il y a un petit... Ça ah, ça n'a pas marché sur moi. Ok, donc je reprends. Donc bonjour, je suis passionné par les sneakers. Les sneakers, c'est des chaussures de sport qui à la base étaient conçues pour les sportifs professionnels. Et dans les années 70, le hip-hop en a fait vraiment son symbole et c'est devenu un phénomène international.
Aujourd'hui, les sneakers, dans plus de la moitié des achats, elles ne sont pas portées pour le sport, mais pour un usage dans la vie de tous les jours. Et c'est un marché qui est en pleine explosion. Il n'y a jamais eu autant de points de vente qu'aujourd'hui. Et pourtant, les magasins physiques souffrent. Les magasins physiques, ils souffrent parce que d'une part, ils ont une transition digitale qui est compliquée. Ils sont phagocytés par les boutiques en ligne. Il y a 1 achat sur 4 de sneakers qui est fait sur Internet aujourd'hui. C'était 1 sur 8 il y a seulement 4 ans. Et de plus, les clients ont des idées de plus en plus précises de ce qu'ils recherchent. Or, une boutique physique, elle a des contraintes de stock. Elle peut qu'avoir en général une centaine de références dans sa boutique. Et donc, c'est très difficile de s'adapter à la demande qui est de plus en plus pointue de ses clients. Pourtant, la boutique physique, elle a vraiment les armes qu'Internet n'a pas pour répondre à la demande de ses clients. Typiquement, il y a le vendeur qui est présent. Le vendeur, c'est vraiment un expert qui va vous aiguiller sur la bonne paire, qui va vous donner ses conseils de connaisseurs. Et également, le client, il a un rapport immédiat avec le produit. Quand vous allez dans une boutique, vous pouvez toucher, voir le produit, l'essayer. En particulier, quand on sait que la taille, c'est le premier motif de retour sur Internet. Ce taux de retour sur certains sites de basket approche les 30, parfois même les 50%. Donc c'est une vraie problématique. Et on voit qu'il y a un potentiel qui n'est vraiment pas exploité par les boutiques physiques parce qu'elles se retrouvent en difficulté. Donc pour répondre à cette problématique, on a travaillé de la technologie là-dessus et on a créé un algorithme de recherche pour à un instant T trouver n'importe quelle paire sur Internet. Donc on est allé agréger le catalogue produit de 25 e-retailers de confiance sur Internet qui sont des pure players digitaux, des boutiques qui vendent uniquement en ligne. On a créé un gros catalogue produit de tout ce qui se vend sur Internet et sur ce catalogue on fait de la recherche intelligente. On a packagé tout ça dans un service clé en main qu'on met à disposition des boutiques physiques pour qu'elles puissent répondre aux attentes de leurs clients. Alors en ce moment on est en pilote, donc excusez-moi, la promesse de vente qu'on leur fait avec cet outil, c'est de digitaliser leurs ventes et de multiplier leur catalogue produit par 100, c'est-à-dire de passer de 100 références en magasin à 10 000. En ce moment on est en pilote chez Peels, dans 3 boutiques à Paris, et je vais vous montrer l'application qu'on a fait pour eux. Donc si demain vous allez chez Peels, vous dites bonjour monsieur, j'aimerais une paire de Nike Air Force. C'est une paire à la mode, je l'aime bien. Le vendeur va vous dire ok monsieur, quelle taille vous faites? Vous allez dire je fais du 43. Alors le vendeur va vous dire je suis désolé monsieur, on n'a pas de Nike Air Force, par contre j'ai une Adidas NMD, elle est super, ça se vend super bien en ce moment. Et vous allez dire ah mais non, moi je veux ma Nike Air Force, je l'ai vue sur Instagram, je veux ma Nike Air Force. À ce moment-là, grâce au système qu'on lui a mis en place, il va pouvoir vous dire très bien, on va vous la trouver sur notre moteur de recherche en ligne et on va vous la faire livrer chez vous directement. Donc il va rentrer votre taille, il va taper votre recherche, donc vous voulez une Air Force, modèle mythique de Nike, vous allez voir la paire avec lui, il va choisir votre taille, rentrer vos informations de facturation, et ensuite vous allez payer directement avec lui en caisse. Dès lors qu'il va valider le paiement, vous allez recevoir un mail avec la facture, une photo de la paire, le numéro de suivi, et vous recevrez la paire chez vous 3 à 5 jours plus tard. Ça va lui permettre de répondre à plein de demandes auxquelles il n'arrive pas à répondre aujourd'hui. Et il perd beaucoup d'opportunités de vente à cause de ça. Il y a plusieurs use cases. Le premier, c'est lorsque vous arrivez dans la boutique, vous faites un petit tour et vous trouvez rien qui vous plaît. Ensuite, il y a d'autres use cases. Typiquement, vous voulez une référence que vous avez aimée, vous baladez dans la boutique, vous aimez bien une paire, mais il n'y a plus votre taille, ou il n'y a plus la couleur que vous voulez. Et ben, le vendeur est démuni s'il n'a pas de service de ce genre. Et ensuite, si vous voulez une référence particulière que la boutique n'a jamais vendue, ou enfin, si vous voulez une paire rare collector qui se vend en édition limitée seulement sur certains sites très spécialisés. Et désormais, Peels peut répondre vraiment à tous ses clients et ne plus répondre non. Ça a plusieurs intérêts pour la boutique. Tout d'abord, ça va lui permettre de faire un complément de chiffre d'affaires du fait qu'elle a fait plus de ventes parce qu'elle a eu plus d'opportunités. Ensuite, elle va fidéliser son client, elle va créer une vraie relation de confiance avec lui. De fait, elle va en plus avoir son adresse email et son numéro de téléphone, donc elle va pouvoir faire du marketing un peu plus ciblé derrière. Ensuite, c'est un avantage concurrentiel fort par rapport aux boutiques voisines parce qu'elle va vraiment répondre très précisément à la demande de son client et elle va montrer sa robustesse digitale. Et enfin, elle va pouvoir collecter de la donnée sur les commandes passées via le service afin de mieux gérer ses stocks et ses commandes futures. Notre équipe, on est 3 à travailler là-dessus. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus. On est vraiment passionnés par ce projet qui nous anime tous les jours. Et 3 points pour conclure sur cette présentation. Le premier, c'est que notre objectif, c'est vraiment de digitaliser les ventes en magasin physique, de mettre les boutiques en ligne au service des boutiques physiques. Le deuxième point, c'est que nos premiers clients avec qui on est en pilote sont assez satisfaits. Tous les prospects qu'on a rencontrés pour l'instant
ont des avis très positifs et nos premiers pilotes se passent très bien. C'est super encourageant pour nous et on sent qu'on touche vraiment à un besoin du marché et qu'il y a une vraie attente de la part des points de vente physiques. Enfin, on a un site B2C sur lequel on a à peu près 1000 visiteurs par mois, sur lequel on n'essaye pas de faire de croissance, mais qui nous permet uniquement de tester nos algorithmes et notre interface, qui s'appelle sneakerguy.com. Je vous invite à y aller tout de suite sur vos téléphones mobiles et vous aurez un aperçu de l'outil avec lequel on équipe les magasins. Et ce site nous permet en fait de tester donc notre interface, nos algorithmes, et grâce à ça, aujourd'hui, on a une prise en main par les vendeurs en point de vente qui est vraiment instantanée, et c'est très apprécié par les tenants de la boutique. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Bonjour. En termes de business model, donc si j'ai compris, vous êtes interfacé avec une dizaine de sites qui sont les leaders de la vente en ligne. Et du coup, est-ce que vous avez dealé quelque chose de spécial avec eux et après vous répartissez la marge entre vous et le magasin? C'est comme ça que vous faites ou... Alors, pas exactement. En termes de business model, on fait payer un abonnement de 50 € par mois à nos boutiques clientes. Et d'un autre côté, on se rémunère. Donc, on a des deals avec une trentaine de retailers en ligne qui nous payent à la vente. Donc, on touche entre 8 et 10% de commission d'affiliés dès qu'il y a une vente qui passe par notre service. Alors, notre moteur de recherche, il va aller chercher sur notre scope de 30 retailers pour la paire donnée. Donc, on va avoir des écarts de prix. Je sais pas, la paire, disons, on va la trouver à 80 €. La paire de Air Force dont je parlais tout à l'heure. Au-dessus de ces 80 €, le retailer physique, qui est notre client, va choisir sa marge. Donc il va choisir, nous on lui conseille disons 12%. Et donc la paire va apparaître à 90 € sur son application et c'est le seul prix que verra le client final. Donc lui, il choisit sa marge. On n'est pas là pour lui fixer les prix, on est vraiment là pour l'aider à vendre. Et donc lui choisit sa marge fixe au-dessus du prix que notre moteur de recherche trouve sur Internet. Donc lui, ça va dans son chiffre d'affaires? Ou comment il effectue? C'est son chiffre d'affaires et vous touchez une com? Il fait une entrée de caisse. Lui, il fait une entrée de caisse à ses clients qui payent en caisse comme d'habitude. Il leur donne un ticket et nous, on envoie une facture par mail au client final. Et après, nous, on gère en son nom tout un tunnel de mailing pour le client avec son branding, avec le branding de la boutique pour vraiment nouer la relation avec lui. Mais du coup, quel est le client, si lui-même il a son smartphone et qu'il va regarder directement sur Internet, il peut comparer les prix? Oui, complètement. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui ont encore des habitudes d'achat en magasin et je crois beaucoup en le retail physique. Et de fait, il y a 3/4 des paires aujourd'hui sont achetées en magasin physique. Alors que pourtant, la sneaker, c'est peut-être le domaine du retail qui est le plus digitalisé aujourd'hui. C'est parce que les gens veulent continuer à avoir des conseils d'un vendeur, ils veulent continuer à aller en point de vente pour plein de bonnes raisons. Et ça permet de proposer une expérience digitale en point de vente. Et quelqu'un tout seul chez lui sur son téléphone, il y a plein de comparateurs de prix de la basket qui existent, mais il ne le fait pas. Ça ne... Oui, je parlais pas quand on est chez soi. Je pensais quand on est en train d'acheter, souvent on fait en même temps, on regarde sur Internet, voir si le prix qu'on trouve. Ouais, bien sûr. Si on voit qu'il y a une augmentation parce que la marge est calculée. Hop. Bien sûr. Alors, du fait qu'on a 30 boutiques, que nous, on agrège tout un ensemble de boutiques de confiance en Europe, on a des écarts de prix intéressants. En moyenne, on a 30 € d'écart par paire. Donc, tout seul, vous ne trouverez pas une paire moins chère. Donc, d'un point de vue de l'expérience client, si vous allez en point de vente, vous serez même content du prix que vous allez trouver, que le vendeur va vous proposer, en fait. Et pour répondre à cette question... Ouais. Tu peux le redire? Ouais, est-ce que... En fait, comme on agrège... qu'un agrégateur ou d'aller chercher sur... Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui au consommateur, au retailer, qu'il va avoir une proposition de valeur prix qui permettra qu'avec 2-3 clics en ligne, je vais être sûr que je vais lui proposer un prix qui soit compétitif par rapport à des sites? Ouais, je comprends très bien. Alors, aujourd'hui, on agrège un grand nombre de retailers qui sont des vendeurs de baskets pointus partout en Europe. Et vous pourrez pas en 3 clics faire une recherche sur ces 30 sites. Et aujourd'hui, notre moteur de recherche, sur une paire donnée, il a des écarts de prix en moyenne de 30 €. Donc le prix final que vous donnera le vendeur dans le point de vente, vous trouverez pas. Il y a peu de chances que vous trouviez moins cher en fait. Même si vous avez envie de vérifier sur votre téléphone, vous ne trouverez pas moins cher. Parce que vous ne connaissez pas les 30 boutiques qu'on a intégrées à son moteur de recherche. Et ensuite, à terme, si on a des volumes intéressants, on peut dealer directement avec les boutiques en ligne. Aujourd'hui, on a des deals avec eux d'affiliés, donc on commande les paires comme des particuliers. Dès qu'on fait un peu de volume, on peut aller les titiller directement et gratter sur leur marge pour avoir des prix plus intéressants pour nos clients finaux. Ouais, j'ai quand même un peu du mal à comprendre aussi. Là. Donc, si je vais dans le magasin et que je vois une paire de pompes rouges à je sais pas quoi, 130 €,
Et je dis non, je veux pas la rouge, je veux la noire. Ok, donc maintenant je vais sur l'application. Et la noire, bah, finalement, je vais l'avoir à 100 €, parce qu'en ligne, elle est à 70, le gars, il prend une marge, donc elle est moins chère que la rouge qui était à côté sur l'étagère. Ouais, alors ça, c'est exactement. Ça, c'est le seul risque qui peut se présenter pour la boutique. Et dans le cas où elle est moins chère, parce que si elle est plus chère, le vendeur va vous dire oui, mais il y a la livraison qui est inclus, c'est le service, c'est comme ça. Ouais. Si elle est moins chère, on est en train d'incorporer le catalogue produit des vendeurs pour niveler les prix par le haut. En effet, pour pas abîmer leur image. Et c'est l'objet, c'est un des objets qu'on est en train de travailler dans ce pilote. Et vous avez complètement raison. Le seul risque, c'est de dégrader l'image du vendeur en montrant des prix moins chers sur la plateforme. D'accord. Enfin, moi, j'ai fait jamais de shopping en France. Donc aux US, effectivement, déjà tous les magasins, enfin tous les magasins, la majorité, c'est des chaînes. Ils ont cette fonction depuis au moins 3 ans, quoi. Mais ils font ça sur leur propre stock. Donc après, comment ils gèrent leur back-end, je sais pas. Hein. Peut-être qu'ils font de l'agrégation aussi. Enfin, aux US, on peut toujours retourner un produit. On a toujours, en général, minimum une semaine, en général 30 jours, pour retourner le produit en disant il me plaît pas. Dans le magasin physique. Je pense qu'en France, ça se fait pas trop, ça, si. Les retours Les retours dans un magasin physique. Si, en général, la politique, c'est qu'ils font plutôt des avoirs. Et nous, c'est ça le SAV qu'on leur propose, parce que leurs clients, globalement, ils ont ces habitudes-là avec leurs clients, c'est-à-dire que s'il n'est pas content, ils ramènent la paire et ils lui font un avoir. Et du coup, en termes de fonds de roulement, ils s'y retrouvent. Et nous, ça nous permet de ne pas avoir à gérer des remboursements ou des choses comme ça. Donc si un client, si vous allez dans la boutique, vous commandez via la plateforme avec le vendeur, vous la recevez chez vous, finalement, vous n'êtes pas content, vous pouvez la ramener, vous pouvez la renvoyer, et on vous fait un avoir du prix de votre achat dans la boutique. Et un avoir, c'est quoi un avoir? Un avoir, c'est-à-dire vous avez un bon d'achat dans la boutique, vous pouvez y retourner et acheter autre chose, quoi. Ah, on ne rembourse pas. Voilà, exactement. Parce que, je pense aussi, je suis désolé, je pense au truc américain. Enfin, le retour, enfin, si vous avez un agrégateur qui dit ah, j'ai la chaussure, mais finalement il l'a pas, donc il n'arrive pas à la temps de durée. Enfin, c'est tellement distribué la responsabilité de qui a fait l'achat que j'ai du mal à comprendre qui prend la... C'est nous qui avons la responsabilité de qui a fait l'achat. Maintenant, notre moteur de recherche, quand il y a une paire qui est achetée, en temps réel, on vérifie sa disponibilité, on va scraper... Et vous y croyez à la disponibilité? Vous êtes sûr qu'elle est valide? Oui, parce qu'on est sur des sites B2C, on est sur des general release, donc c'est des baskets grand public, et ça arrive pas que vous commandiez une paire sur un site et qu'ils vous la livrent pas, sauf si c'est une édition très limitée, et ça c'est des paires qui sont sold out en quelques secondes. Mais globalement, ce problème de une paire est disponible sur un site à l'achat et finalement il ne la livre pas, ça n'arrive pas, et ça c'est conditionné par notre choix des 30 boutiques qu'on a choisies, qui sont des boutiques avec un taux de satisfaction client qui avoisine les 100%. Donc on a vraiment pris les meilleures boutiques, et si sur une paire sur 1000 dont on fait une promesse de vente, on n'arrive pas à la livrer, après on gère notre relation avec le client final. Mais quoi qu'il arrive, on n'embête pas la boutique physique avec ça. C'est nous qui gérons la relation client en leur nom, avec leur branding. Et le but, c'est pas de les lester avec des choses à gérer en plus. Oui, moi je voudrais rebondir, j'avais à peu près la même question. Lorsque, effectivement, vous parliez d'avoir, mais lorsqu'on va commander des chaussures de sport ou autre, ou un vêtement sur un site, le vêtement ne va pas, parce que c'est un des arguments que vous avez donné au démarrage sur les chaussures. Si ça ne va pas, on renvoie, on est remboursé. Et j'avais effectivement les mêmes... là, effectivement, en boutique, est-ce que physiquement, on commande, un intérêt serait qu'effectivement, plutôt que d'aller retourner par la poste, on puisse effectivement ramener à la boutique la paire qu'on a commandée grâce à la boutique, mais qu'on soit remboursé. Parce que si c'est un avoir, finalement, moi, je n'ai pas d'intérêt, je vais sur Internet. Oui, bien sûr. Alors, nous, on se positionne vraiment dans une technologie d'aide à la vente pour les vendeurs, et on ne veut pas chambouler les habitudes qu'ils ont avec leurs clients. Donc les boutiques qui ont l'habitude de faire des avoirs à leurs clients, ça leur appartient, ça fait partie de leur marketing, de leur relation client, et nous, on peut leur conseiller en effet d'avoir ce système-là de remboursement, mais ça leur appartient au final. Vous voyez, nous, on se positionne comme une aide, et on ne peut pas complètement chambouler leur manière de travailler. Si vous avez une paire qui est effectivement une paire rare, que vous ne pouvez pas l'essayer en boutique, vous avez le même problème que quand vous commandez sur Internet. Non, parce qu'en boutique, la boutique, elle a une basket de toutes les marques, et vous essayez une paire qui ressemble ou un truc, vous avez le conseil du vendeur. Vous avez le conseil du vendeur à côté. Oui. Par expérience, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment, et
c'est très facile d'indiquer la taille à quelqu'un si vous connaissez un tout petit peu la basket. Si vous connaissez les marques, les trucs, c'est très facile d'indiquer la paire à quelqu'un. En ligne, s'il n'arrive pas à avoir un bon taux de satisfaction sur la taille, sur les commandes, c'est parce qu'il n'y a pas de conseil personnalité, parce qu'il n'y a pas d'expert pour vous dire cette marque elle taille comme ça, cette basket elle prend cette forme-là, elle s'abîme de cette manière. Et les vendeurs de sneakers aujourd'hui à Paris et en France, ils sont très très perfectionnés là-dessus. Dernière question. Juste une petite dernière question. Donc vous allez collecter des données avec ça? Vous collectez des données? Donc après, est-ce qu'il y a quelque chose dans la roadmap, est-ce que vous avez quelque chose pour qu'est-ce que vous pouvez faire de ces données? Est-ce que vous pouvez les monétiser? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire de ces données. Tout d'abord, avoir des données un peu plus globales sur le marché physique de basket qui peuvent être intéressantes à avoir pour nos clients globalement. Mais le plus important, c'est pour chaque client précisément, on va avoir des données sur ses ventes, les ventes qu'elle a fait via l'application, on va aussi voir toutes les recherches qu'elle a fait et toutes les opportunités de vente qu'elle a pu rater. Et donc, lui faire un dashboard avec telle marque a bien été vendue, telle taille a bien été vendue, il vous manque telle taille dans votre stock, vous devriez plus acheter de cette marque-là dans votre prochaine commande, et donc les aider à manager leurs commandes futures, ainsi que leur stock. Aujourd'hui, on n'a pas de produit là-dessus, on n'est pas du tout concentré sur cette partie-là, mais en effet, c'est une question à laquelle on réfléchit, et on le dit clairement à nos clients qu'il y aura la possibilité de travailler ce produit-là avec eux dans le futur, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment les aider. On est un peu en retard. Oh, ouais. Ok, merci beaucoup Elliot. Donc il reste 2 projets, avant-dernier projet, AlphaCoin. Bonjour. Donc moi je vais vous présenter le projet AlphaCoin. Donc pour commencer, juste pour savoir combien d'entre vous ont entendu parler de Bitcoin ou d'Ethereum, ce genre de choses, avec les mains. Ça, une bonne partie de la salle. Il y en a qui ont investi dedans ou pas? Ah, très peu. Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les noms que je viens de vous énoncer font référence à des monnaies cryptographiques. Donc, ce qu'il faut savoir sur le marché des cryptos, c'est que c'est un marché qui est en pleine croissance. La taille du marché a été multipliée par 25 à peu près sur les 2 dernières années. On arrive aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le graphe, à une capitalisation boursière de l'ordre de 100 milliards d'euros, ce qui représente aujourd'hui quasiment autant que LVMH ou Total, quoi. Aussi, il existe aujourd'hui autant de portefeuilles sur les monnaies cryptographiques qu'il existe de comptes ouverts auprès de la BNP dans le monde. La crypto-monnaie la plus connue est le Bitcoin, donc, que vous connaissez principalement parce que son prix a augmenté de 1/10 de centime d'euro en 2009 à quasiment 2000 € aujourd'hui, un peu plus. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le marché des crypto-monnaies. En fait, ces crypto-monnaies reposent sur un protocole innovant mis en place à la création du Bitcoin, qui s'appelle la blockchain. Celle-ci présente 2 avantages majeurs. Premièrement, la blockchain permet de réaliser des échanges quasi instantanément et de manière complètement décentralisée. On se passe d'un intermédiaire de confiance. Les crypto-monnaies se comportent au fond comme du cash électronique. C'est comme si je donnais mon argent directement à quelqu'un de main à main. Deuxièmement, c'est un protocole qui est très sécurisé. La blockchain est une base de données partagée par les utilisateurs, ce qui la rend quasiment indestructible et inaltérable. Donc, pour récapituler, il s'agit d'un marché sur lequel on n'a pas d'intermédiaire, c'est très sécurisé et le marché est en pleine expansion. On pourrait se dire à première vue que ce serait bien d'investir dedans. Donc pourquoi, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi si peu d'entre vous, par exemple, investissent effectivement dans ces monnaies. Donc nous avons identifié principalement 2 problématiques pour lesquelles les gens n'investissent pas dans les monnaies cryptographiques. Donc déjà, la plupart des gens ne savent pas comment et où en acheter. Il y a les plateformes qui existent aujourd'hui, il y en a
il y en a peut-être une dizaine qui sont assez connues, mais elle s'adresse plutôt à un public d'initiés, des gens qui connaissent un peu plus les marchés financiers. En plus de ces difficultés d'accès au marché, il y a les difficultés qui sont associées au fait d'investir tout simplement, donc, et ici exacerbées par la jeunesse du marché. Il existe plein de monnaies cryptographiques et il est difficile de discerner lesquelles ont une réelle proposition de valeur, d'une part, et d'autre part, il y a des variations importantes dans les prix, ce qui constitue encore un risque que beaucoup ne sont pas prêts à prendre. Donc, qu'est-ce que nous proposons ? Donc nous proposons de pallier à ces deux problématiques. Donc notre projet consiste en une application qui vous permet en toute simplicité d'intervenir sur ces marchés. Vous pourrez acheter toutes les monnaies cryptographiques qui existent. Il y en a quelques centaines déjà, c'est basé sur des projets assez innovants. Sans avoir à vous passer par des plateformes qui sont destinées à des initiés. Mais cela ne résout pas la problématique des variations des cours. Donc c'est pour cela que nous vous proposons aussi des méthodes de gestion automatique de vos portefeuilles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire donc une gestion automatique du portefeuille ? Donc en fait, nous allons vous proposer des stratégies que nous avons développées à l'aide d'algorithmes. Ces stratégies vont vous permettre donc une meilleure gestion du risque causée par les variations de ces cours et une meilleure sélection des monnaies qui constituent votre portefeuille. Donc ces méthodes sont inspirées principalement par la recherche académique ainsi que notre expérience à nous deux dans des fonds d'investissement quantitatifs. Donc concrètement, on vous montre une démo de l'application. Merci, donc je vais rapidement vous faire une petite démonstration de comment fonctionne notre application. Donc quand il lance l'application, l'utilisateur arrive sur la liste de ses portefeuilles qui lui permettent d'organiser simplement son investissement. Donc comme l'a dit Ali, des portefeuilles, il y en a de deux types. Donc là on a tous les portefeuilles, et si je clique vers l'écran de droite, il y a des portefeuilles automatiques. Et pour d'autres utilisateurs qui voudraient gérer leur investissement manuellement, il y a bien évidemment la possibilité de créer des portefeuilles manuels. Donc des portefeuilles, on peut en créer plusieurs, mais là je vais surtout vous montrer en quoi consiste un portefeuille. Donc par exemple, si je clique sur le portefeuille principal, donc là on arrive sur le résumé du portefeuille, on a accès à la liste des monnaies cryptographiques qui composent actuellement le portefeuille, et on voit la proportion que représente chacune dans le portefeuille, ce qui permet de voir en un coup d'œil où en est son investissement, notre investissement. Pour avoir un peu plus d'informations, on a un écran qui permet de voir l'évolution au cours du temps de notre portefeuille et de le comparer. Donc là, la courbe noire, ce serait notre portefeuille agrégé, et on peut le comparer avec chacune des monnaies qu'il compose, pour voir si ça a vraiment un intérêt de composer un portefeuille de cette manière ou si une monnaie individuelle a plus de sens. Là, on est sur un portefeuille géré manuellement, donc en cliquant sur l'une des monnaies qu'il compose, on a la possibilité d'en acheter plus, de la vendre, ou d'avoir des informations complémentaires sur cette monnaie. Et enfin, à tout instant, il est bien évidemment possible de modifier le portefeuille, donc notamment en rajoutant des fonds ou en retirant les profits qu'on a réalisés. Et il est possible de changer de stratégie. Par exemple, là, on était sur un portefeuille géré manuellement. L'utilisateur peut choisir de passer à une des stratégies automatiques qu'on propose. Donc là, par exemple, si je clique sur la stratégie conservatrice et qu'on revient au résumé du portefeuille, on voit que, en bas, il est indiqué que la stratégie a changé aujourd'hui, et du coup qu'on passe à un portefeuille avec une gestion automatique qu'on a appelée conservatrice, parce que son objectif, c'est de protéger l'utilisateur du risque sur le portefeuille. Donc voilà pour la démonstration. Pour vous expliquer un petit peu la genèse du projet, Ali et moi, on a découvert les monnaies cryptographiques il y a un petit moment maintenant. On était très intéressés. Mais en fait, les deux problèmes qu'on a évoqués, c'est des problèmes auxquels on a nous-mêmes été soumis en voulant investir sur ces marchés.
Et en parallèle, on a tous les deux fait nos stages dans des fonds d'investissement quantitatifs. Donc on a rapidement fait le lien entre les deux et la possibilité de mettre en place une gestion automatique des portefeuilles. Voilà, donc aujourd'hui le gros de la technologie a été développé et maintenant on est en train de passer sur la partie front-end, donc on va commencer le développement de l'application qu'on vous a montré ici. Donc je vous invite tout de suite à aller sur notre site www.alphacoin.io. L'application n'est pas encore disponible, mais vous pouvez vous préinscrire et vous serez les premiers notifiés lorsqu'elle sera disponible. Et vous pouvez nous contacter évidemment sur notre adresse mail. Merci. Oui, est-ce que dans toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, genre Marie Cantier ou ces gens-là, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une petite poche justement pour les monnaies crypto, ou est-ce qu'ils font que des marchés actions et autres? Donc, est-ce que vous êtes vraiment les seuls à faire ça? Sur les plateformes préexistantes, il n'y en a aucune qui propose des monnaies cryptographiques. Les seules plateformes qui proposent des monnaies cryptographiques, c'est des plateformes qui sont spécialisées là-dessus. Et du coup, comme l'a dit Ali, le problème, c'est que ça s'adresse vraiment à des gens qui sont presque déjà des traders en réalité. D'accord. Et donc votre claim à vous, ça va être de dire, nous, on est des pros des monnaies cryptographiques. Donc tout comme ces plateformes qui vous recommandent des actions, des obligations, des que sais-je, l'Europe, les US, la Chine, nous, on va vous recommander, fonction de votre profil de risque, la meilleure monnaie crypto, enfin le meilleur panachage de monnaie crypto pour vous, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. Après, il y a des utilisateurs qui préféreront peut-être faire leur gestion manuellement. Et encore une fois, on leur simplifie l'accès, parce qu'en plus de ça, comme on l'a dit, des monnaies cryptographiques, il en existe plein, et toutes les plateformes, qui en plus ne sont pas forcément ergonomiques pour le client final, ne proposent pas l'accès aux mêmes monnaies. Et donc du coup, nous, on centralise ça, et en plus de ça, effectivement, on traduit dans le monde des monnaies cryptographiques un service qui marche bien dans l'industrie financière traditionnelle. Alors, sur la partie gestion automatique, on prend un frais sur les bénéfices qu'on fait réaliser aux clients. Et vous prenez un frais si c'est négatif? Non, on ne prend pas un frais si c'est négatif. Mais on facture pas du coup si ça marche pas. Et si c'est manuel? Du coup, en fait, si c'est manuel, on va prendre une commission sur les transactions, parce que du coup, nous, en tant que spécialistes des monnaies cryptographiques, le service qu'on propose, c'est une exécution optimale des ordres des clients. C'est-à-dire que si un client vient chez nous sur la gestion manuelle et veut acheter 10 bitcoins, probablement il faut pas passer un ordre directement au marché d'achat des 10 bitcoins, parce que sinon le client le paierait beaucoup plus cher que le cours moyen du bitcoin. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est justement d'optimiser ce processus d'exécution des ordres, de sorte que malgré qu'on prenne une commission sur ces transactions, il obtient un prix, le meilleur prix qu'il pourrait obtenir sur le marché. Et il y a eu quelques scandales de plateformes qui ont fermé parce qu'elles se sont fait piquer leur monnaie ou des choses comme ça. Donc vous garantissez le client contre ça? C'est-à-dire qui détient vraiment, si j'achète des bitcoins par votre intermédiaire et si la plateforme finale elle ferme, vous les avez quand même les bitcoins et donc moi je les ai quand même, ou tant pis pour moi? Oui, tout à fait. On a une politique de sécurité. Du coup, quand on se place sur ces marchés, c'est effectivement toujours une composante essentielle. Donc du coup, en fait, ça se décompose en deux catégories, parce qu'il y a des fonds, il y a toute une partie des fonds des clients qui n'ont pas besoin qui vont pas bouger. Donc ils n'ont pas besoin d'être sur des machines connectées à Internet. Donc pour tous les fonds où il est possible de les mettre sur ce qu'on appelle un stockage à froid, on les met sur un stockage à froid et sécurisé par il y a pas mal de prestataires de services qui sont apparus ces dernières années, qui sont des spécialistes de la sécurité sur les monnaies cryptographiques. Et du coup, on va passer par de tels prestataires de services. Et pour une partie des fonds gérés automatiquement, c'est-à-dire pour les stratégies où l'ajustement du portefeuille se fait de manière assez régulière, il faut nécessairement qu'ils soient placés sur des plateformes où les fonds peuvent être échangés. Auquel cas, du coup, nous, on passe par un processus de sélection très fin de nos plateformes partenaires. Parce qu'effectivement, toutes ne se valent pas. Et à l'inverse, il y a des plateformes qui commencent à être très très professionnelles, et du coup, on essaie d'avoir un processus de sélection irréprochable. Oui, le machine learning, il apprend en dehors ou il apprend aussi au cours des transactions et avec les transactions de tout le monde? Comment ça se passe?
Ça dépend de la situation. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des stratégies, enfin ça dépend de l'horizon auquel on fait l'investissement. Si c'est un horizon un peu lent, par exemple, si c'est une stratégie qui agit une fois par jour, par exemple, c'est du out of sample. En gros, c'est du traitement statistique derrière et après la stratégie elle est déployée. Et sinon, il y en a d'autres, ça va être des détections directement sur le marché qui vont trigger d'autres algorithmes. Du coup, il y a un peu les deux. Je suis un peu ignorant sur les variations de cours des monnaies cryptographiques. Si on remplace l'écran avec Bitcoin, US dollar, machin, Ethereum, Euro, etc. Fondamentalement, c'est quoi la différence dans la variation dans votre algorithme et est-ce que vous pouvez me montrer, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qu'est-ce qui fait que les crypto-monnaies, elles changent, enfin, on sait celles qui s'écroulent, mais sinon, qu'est-ce qui fait que ça va être plus 2% hier et moins 3% demain En fait, ce qui se passe, c'est que les prix varient parce que les gens sont prêts à les acheter ou à les vendre à certains prix. Parce qu'en gros, la notion de prix en soi n'existe pas. C'est plus un marché, l'agrégation des intervenants sur le marché fixe le prix. Et donc ces variations, elles sont dues en fait à l'accès à certaines informations que les traders ont. Et c'est ça qui... Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est le cas. On peut citer plusieurs exemples. Il y a eu un audit qui a été conduit par la Banque centrale chinoise vers le mois de janvier. Et quand ils ont annoncé ça, par exemple, les cours ils sont un peu effondrés. Par contre, au terme de leur audit, ils ont vu que les plateformes étaient clean, qu'il n'y avait aucun problème et les prix ils ont repris normalement, quoi. Donc, après, il y a aussi une source de variation des prix sur les monnaies cryptographiques qui sont dues à des phénomènes internes à ce marché. Parce que du coup, donc on entend beaucoup parler du Bitcoin, mais il en existe beaucoup des monnaies cryptographiques. Et chaque projet a sa propre proposition de valeur. Quand il y a un projet qui lance une nouvelle version, qui a une nouvelle interface, ça peut du coup donner confiance en ce projet et la valeur de sa monnaie va s'apprécier. Donc on retrouve un peu l'équivalent des événements macroéconomiques de manière interne à l'écosystème des monnaies cryptographiques aussi. Principalement, en fait, il y a des méthodes et c'est surtout sur ça que moi j'avais une expérience en fonds d'investissement. Ça s'appelle l'arbitrage statistique. C'est-à-dire que globalement, ça veut dire que statistiquement, on a plus raison que tort. Et ça fait qu'en moyenne, on gagne tout le temps de l'argent. C'est le principe. Voilà. Je vais pas ouvrir les questions au public parce qu'on a un peu de retard. Merci beaucoup. Merci. Dernier projet. Ouais, si elle marche. Bonjour à tous. Alors, on a parlé de santé humaine avec MedGo, on a parlé d'animaux avec CatKit. Alors moi, je vais vous présenter avec mes associés Powi. Donc, c'est le digital au service de l'animal et on va vous parler un petit peu de santé animale du coup. Alors, je vais commencer par vous présenter Florence. Alors Florence, j'ai eu la chance de travailler avec elle jusqu'à l'été dernier. Donc, je suis vétérinaire et Florence, c'était une auxiliaire spécialisée vétérinaire. C'est-à-dire qu'en gros, elle a un peu le rôle d'à la fois une secrétaire médicale et à la fois une infirmière. Elle s'occupe des animaux en consultation, elle s'occupe des animaux hospitalisés, elle nous assiste dans la chirurgie, mais elle passe aussi pas mal de temps, en moyenne 2 à 3 heures par jour, au téléphone, à prendre notamment des rendez-vous pendant 80% de ce temps. Alors, vous me voyez venir, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien qu'on simplifie ce processus de prise de rendez-vous
Et théoriquement, ça doit vous faire penser, si vous êtes un peu dans le monde de la startup, à une startup qui est assez connue maintenant, Doctolib. Donc la prise de rendez-vous en ligne pour médecins. Voilà. Donc POWI, c'est un petit peu la prise de rendez-vous en ligne, mais pour vétérinaires, donc le Doctolib vétérinaire. Mais bon, aujourd'hui, donc on va parler un peu d'innovation. Donc POWI, c'est pas que ça, c'est une interface, ou plutôt une plateforme un petit peu plus complète. On a fait d'autres constats. Dans la profession vétérinaire, en fait, on sait qu'il y a 75% des infos qui sont dites par le vétérinaire et, au cours d'une consultation et qui sont oubliées par le propriétaire d'animal. On a peu d'outils mis à notre disposition, en tout cas 0 outils digitaux qui nous permettent de transmettre cette information à part les sites internet. Et en gros, les propriétaires d'animaux se retrouvent souvent à aller chercher les informations soit sur des forums, soit sur Doctissimo. Je vous donnerai pas mon avis sur Doctissimo et consorts, mais bon, je pense que vous pouvez le deviner. Donc du coup, ce qui fait qu'on a des animaux qui sont moins bien médicalisés que nos voisins, et notamment parce que les personnes ne sont pas assez sensibilisées à tout ce qu'on peut leur dire, notamment lors de la consultation. Alors, avec François et Jérémy, on a décidé du coup de lancer POWI. POWI, c'est donc du coup une plateforme qui vous permet de prendre rendez-vous en ligne chez votre vétérinaire. Donc vous recherchez par le nom ou par le nom de votre vétérinaire ou par l'établissement. Alors il faut savoir que les vétérinaires sont, contrairement aux médecins, souvent organisés dans des cliniques. Il y a des vétérinaires salariés. Donc vous pouvez chercher le nom d'un vétérinaire en particulier ou le nom de la clinique. Et vous pouvez bien sûr aussi rechercher par lieu. POWI, c'est également donc du coup un carnet de santé. Alors le mot carnet de santé est un petit peu réducteur parce que c'est pas du tout seulement ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a créé, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez rentrer pas mal d'informations. Donc le poids, bien sûr les vaccins, les antiparasitaires externes et internes, ce qu'on appelle classiquement vermifuge ou antipuce. Aussi tous les résultats, le vétérinaire peut y transmettre tous les résultats type examen radiologique ou examen dermatologique, enfin bref, tout type de résultats, il peut le transmettre facilement et ça évite d'avoir des papiers volants et d'un carnet de santé qui, je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais regardez votre carnet de santé, vous verrez qu'en tant que vétérinaire, on le remplit très peu à part la partie vaccin. Donc POWI, demain, qu'est-ce que c'est ? C'est un push d'informations personnalisées, c'est-à-dire qu'avec toutes les données que vous allez bien vouloir nous transmettre, on va pouvoir vous envoyer des informations qui sont donc du coup des informations santé vérifiées. Donc pour l'instant, au départ, ce sera un envoi d'informations par mail. Ensuite, ce sera des informations qui seront directement intégrées via la plateforme. Ensuite, c'est dans un second temps de l'analyse prédictive des pathologies. En gros, en quelque sorte, faire le rôle du vétérinaire, c'est-à-dire qu'à partir d'études scientifiques, on sait que par exemple, si je vous prends un cas concret, les cavaliers King Charles sont des petits chiens avec des oreilles longues, tout mignons, mais qui ont des problèmes de cœur. À partir de 10 ans, 100% de ces chiens sont atteints d'un souffle au cœur. Donc vers l'âge de 7-8 ans, c'est généralement très conseillé d'aller faire une consultation, notamment une échocardiographie, pour voir un petit peu où on en est et éventuellement mettre en place un traitement qui est préventif. Ça, c'est assez facile pour nous si on a les données, donc de la race, puisque c'est possible, de l'âge, c'est assez facile de pouvoir rentrer et dans notre algorithme, donner ces informations au patient et lui dire un peu quand aller chez le vétérinaire. Donc on voit le lien directement entre le carnet de santé, ou plutôt l'assistant de santé, et la prise de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on pourra envoyer un SMS au propriétaire, et pour le vétérinaire, il y a un intérêt derrière, puisque du coup, le propriétaire sera plus sensibilisé et il soignera son animal mieux, et donc pour le vétérinaire, c'est plus intéressant. Ensuite, en un troisième temps, avec on pourra faire de l'aide à la recherche vétérinaire, c'est-à-dire avec des déclarations de maladies sur une zone donnée, on peut faire des statistiques d'épidémiologie et donc faire de l'alerte aux organismes compétents. Mais on peut également faire de l'aide pour le vétérinaire, c'est-à-dire que on a généralement très bien le diagnostic en tête, mais on peut toujours apporter une aide complémentaire avec les données qui seront données par le propriétaire d'animal en aval. Aujourd'hui, en attendant, POWI, qu'est-ce que c'est ? C'est un lancement de la bêta publique aujourd'hui. Donc on avait à cœur de lancer cette bêta pour ce jour. On a déjà 5 cliniques pilotes qui nous testent, en gros qui testaient surtout l'interface, qui testaient les flux, nous disaient ce qui était le plus optimal, on va dire d'un point de vue UX. Donc on a adapté, c'est pour ça on a retardé de 15 jours notre lancement, puisqu'on a eu des retours qui étaient très pertinents. Ces cliniques pilotes vont être surtout des cliniques clientes à partir dès le mois de juillet. Pour l'instant, ils sont encore en période de test, donc on ne les fait pas payer pour l'instant, mais ça va venir. Un réseau de 100 cliniques qui est prêt à l'adopter dès que le logiciel est en ligne, dès que la plateforme est en ligne. C'est également 10 utilisateurs tests qu'on a limités volontairement, 500 powers sur la page Facebook et surtout 700 mails de compagnons qui sont en attente de tester la solution.
Notre business model repose assez classiquement, dans un premier temps, sur l'abonnement mensuel des vétérinaires. C'est un abonnement de 25 € hors taxe par mois, en moyenne, par vétérinaire. Donc, je vous dis en moyenne parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un petit peu plus compliqué que ça, comme ils sont regroupés en clinique. Et donc, du coup, on a un système d'abonnement pour la clinique et un ajout par vétérinaire. Ensuite, on refacture et on commissionne sur des SMS. Donc, tous nos SMS sont refacturés 10 centimes, mais pour la prestation, c'est un coût à 5 centimes et on les refacture à 10 centimes. Et des commissions sur des plans santé préventifs. Les plans santé sont des choses qui sont en train de se mettre en place énormément en France. C'est déjà très répandu au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Ce sont en gros des regroupements de médecine préventive. Donc ce que j'entends par médecine préventive, ce sont les vaccins et les antiparasitaires externes et internes. Et les paiements sont étalés sur toute l'année. Et donc du coup, nous, on pourra proposer ça directement en ligne. Pour l'instant, peu de choses est faites de ce côté-là. Et donc du coup, commissionner sur ça. Donc notre marché, dans un premier temps, c'est un marché qui cible des 13 500 vétérinaires canins sur des 18 000 au total. Donc comme je vous ai dit, d'abord sur l'abonnement et sur les SMS. C'est un petit marché qui représente 15 millions d'euros. Ensuite, avec les plans santé, ce marché toujours en France n'est plus le même puisqu'on cible à ce moment-là les 20 millions de chiens et de chats en France, dont les 75% qui sont médicalisés. Donc j'entends par médicalisés au moins qui sont vaccinés et donc du coup qui sont susceptibles d'accepter les plans dont je vous parlais avant. Et donc du coup là, ce marché monte à un marché total de 285 millions d'euros. Et ensuite, le marché européen, et je pense en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et aux pays nordiques, représente un marché total d'environ 800 millions d'euros. Donc, si vous avez un animal de compagnie, je vous invite à aller créer votre carnet de santé sur beta.powi.fr. Le site n'est pas encore responsive, donc voilà, si vous avez un ordinateur et que vous avez un animal de compagnie, on vous invite à aller créer votre carnet de santé dès maintenant. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et donc, vous imaginez que jamais Doctolib viendra là-dessus parce que, en termes d'image, ce serait pas bon pour eux. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils le fassent avec un autre site, une autre marque, parce qu'ils ont tout quand même. C'est une question un petit peu classique. Pour l'instant, je pense sincèrement que Doctolib est bien occupé, entre guillemets. Comme je vous l'ai dit au début, le marché, si Doctolib se situe vraiment juste sur Doctolib, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, le marché est vraiment ridicule comparé au leur. Je l'ai précisé, c'est un marché tout petit. Si on s'intéresse vraiment qu'à la prise de rendez-vous en ligne, ils sont actuellement en Allemagne. Ils vont essayer de partir pas qu'en Allemagne. Ils veulent vraiment être présents sur toute l'Europe. Il y a des concurrents de Doctolib qui essayent du coup d'intégrer les vétérinaires, mais c'est pas des solutions qui sont adaptées du tout. Comme je vous l'ai dit, la profession vétérinaire est pas du tout organisée de la même façon que la profession médicale humaine. Donc du coup, il y a beaucoup d'adaptations à faire, et je suis pas sûr que les acteurs soient prêts à les faire pour le prix que ça va là. D'accord. Et du coup, vous avez des concurrents frontaux qui font comme Oui, vous. on a des concurrents frontaux qui n'ont pas, qui ont en gros fait des copycats de Doctolib, sont restés sur la prise de rendez-vous en ligne, qui sont en gros, nos concurrents sont vraiment sur juste la prise de rendez-vous en ligne, et certains sont sur les plans santé, commencent tout juste, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui vient des pays nordiques. Donc on a des concurrents qui commencent à se mettre en place. C'est un marché en fait vraiment en pleine effervescence. Pour vous donner un titre indicatif, au salon de novembre 2016, un salon vétérinaire, il y avait un acteur présent. Juste sur la prise de rendez-vous en ligne, et là juste sur la prise de rendez-vous en ligne, il y en avait 5 qui étaient présents. Donc les vétérinaires commencent vraiment à s'y intéresser, et clairement pour l'instant ils se tirent entre les pattes vraiment juste sur la prise de rendez-vous en ligne. C'est là où on espère vraiment se distinguer et être vraiment aussi un outil de communication pour le vétérinaire. Je suis pas trop sûr d'avoir compris le plan marketing. Donc là, vous disiez, si vous avez un animal, allez sur Powi et rentrez son carnet de santé. Donc là, je paye pas. En tant que, si je suis le propriétaire de l'animal, je paye pas. L'utilisateur n'aura jamais rien à payer, puisque même les plans santé, en quelque sorte, il les paye à son vétérinaire. Et nous, on prend une commission. En fait, on fait office de plateforme de paiement en quelque sorte et d'étalement de paiement. On fera office parce que pour l'instant, c'est pas encore en place, mais c'est le but. Doucement, parce que j'ai pas d'animal hospitalisé, donc D'accord. J'essaie de réfléchir de plus bas. Donc, en tant qu'honneur, je paye pas, je vais sur Powi. Now, si je vais sur Powi, je cherche un prise de rendez-vous, il va ne proposer que les vétérinaires qui sont connectés à Powi. Alors, il va vous proposer de préférence, bien sûr, les vétérinaires qui sont sur Powi, donc de façon bien mise en avant. Ouais. Et en fait, pour l'instant, on a référencé tous les vétérinaires. Et on met en premier ceux qui sont sur Powi. Mais à terme, on fera vraiment en sorte, un peu comme les pages jaunes, le même principe, ou même Doctolib, de vraiment mettre en avant les vétérinaires qui sont clients. D'accord. Donc, mais si mon vétérinaire dans lequel j'ai d'habitude n'est pas sur Powi, je prends mon rendez-vous de la façon dont ils veulent,
le vétérinaire ne pourra pas updater mon carnet de santé. Vous pouvez, alors non, dans l'idée, en gros, c'est aussi un levier pour nous, c'est d'essayer d'utiliser les utilisateurs pour... J'essaie de comprendre si c'est le vétérinaire qui va vendre Pawi aux utilisateurs ou l'utilisateur qui va vendre Pawi aux... Parce qu'il n'y en a qu'un qui paye. J'essaie de comprendre comment vous allez faire le chicken and egg kind of. Alors, c'est les deux. Nous, on vend donc du coup, on a des démarches commerciales assez classiques pour aller chercher les vétérinaires, pour les mettre sur notre plateforme. Mais les vétérinaires, quand ils démarrent, s'ils payent 25 €, ils gagnent quoi dans leur opération pour l'instant? Ils vont dire à leurs clients, allez sur Pawi. Ouais. Ils gagnent du temps de secrétariat, ils gagnent les rappels SMS. En gros, vous avez c'est les arguments classiques Doctolib pour le coup, c'est que vous avez, et ça marche aussi dans la profession vétérinaire, vous avez un taux d'absentéisme qui est certain et qui, en gros, c'est une perte sèche d'environ 28 €, un rendez-vous manqué. Donc du coup, nous, on a des rappels SMS. Les raisons, les motifs principaux pour lesquels les rendez-vous sont pas honorés, c'est souvent les oublis, ou sinon les gens n'osent pas trop prévenir dans ces cas-là. Nous, derrière, on met en place déjà des SMS de rappel, et en plus de ça, donc c'est notamment la commission que je vous expliquais sur les SMS, ça en fait partie, et en plus de ça, on a également un processus qui nous permet d'annuler le rendez-vous, mais avec une marge de sécurité pour le vétérinaire, pour pas qu'il annule le rendez-vous le jour même. Mais ça permet d'avoir des moyens plus flexibles pour le propriétaire d'animal. D'accord, parce qu'à la fin de la journée, si vous avez le carnet de santé de tous les animaux en France, vous avez un marché de pub pour ces gens-là, pas que pour les vétos. Hein. Bien sûr, le carnet de santé, c'est aussi c'est parce que c'est quelque chose à part entière qui s'intègre super bien dans la logique, mais c'est aussi un argument énorme qui nous permet d'aller voir les propriétaires d'animaux sans leur dire qu'on a des vétérinaires sur la plateforme. C'est un gros problème des plateformes, c'est le double-sided market. Vous avez le problème de l'œuf et la poule. Là, en fait, on peut attaquer les deux problèmes simultanément grâce notamment au carnet de santé. C'est-à-dire que là, je vous ai proposé d'aller pas chercher un vétérinaire, je vous ai proposé d'aller créer votre carnet de santé. Ça nous permet, nous, d'aller nous faire connaître auprès des propriétaires d'animaux, de leur dire vous avez un outil gratuit qui va vous aider à gérer votre santé, donc vous allez recevoir des conseils gratuitement, vous n'allez rien avoir à payer, vous allez avoir une interface qui, dès cet été, on va l'optimiser pour qu'elle soit très ergonomique et qu'elle soit intéressante, fluide. Et derrière, vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre vétérinaire si vous n'en avez pas envie. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une base d'utilisateurs conséquente, et surtout après d'aller voir les vétérinaires avec cette base conséquente. Donc, une question bête, 25 € hors taxe pour un veto, c'est à la fois rien et quelque chose, quoi. Ouais. Pourquoi vous ne donnez pas gratuit à ce moment-là? Alors, on est dans une logique d'acquisition pour l'instant, donc c'est pour ça que c'est entre guillemets rien. Mais par contre, c'est quelque chose parce que personnellement, moi, je pense que si on donne gratuitement quelque chose, les gens ont tendance à pas leur accorder la valeur que ça a, et donc du coup, peut-être moins l'utiliser. Là, clairement, on a une politique de communication aussi B2B2C, c'est-à-dire qu'on a des supports de communication physique dans les cliniques, c'est-à-dire des petits supports d'information avec des cartes de visite que les propriétaires d'animaux vont pouvoir emporter, qui sont distribués par les vétérinaires. Et donc, du coup, les vétérinaires vont, en quelque sorte, psychologiquement, ils payent pour ce service. Je pense qu'ils seront plus amenés à l'utiliser, alors que sinon, ça donc peut... Les 25 €, ça n'a entre guillemets rien à voir avec le coût ou la valeur pour le veto. C'est presque symbolique à l'heure actuelle. Pour l'instant, c'est entre guillemets symbolique et on est sur une logique d'acquisition du marché. Il y a des freins, donc comme toute profession, je pense que Doctolib les a rencontrés aussi. Les vétérinaires sont un petit peu sensibles sur les sujets du digital. Ils ont peur en gros, nous, on nous a entre guillemets reproché d'être peut-être le TripAdvisor des animaux. Donc du coup, voilà, on est censé les rassurer aussi de ce côté-là. Donc on ne va pas leur ajouter des freins avec des prix exorbitants type Doctolib pour l'instant, surtout que c'est par vétérinaire. Comme je vous ai dit, il y a potentiellement 3 ou 4 vétos dans une clinique. Ça peut arriver vite si on met des 100 € par vétérinaire, ça peut vite arriver sur des factures qui sont vraiment pour le coup très, très importantes et où pour un projet en lancement, pour une entreprise en lancement, on ne va pas leur apporter clairement le nombre de clients qu'ils espèrent pour le prix de 100 € par veto. Oui, à terme, c'est ça. En fait, c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le Pawi demain. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est très ambitieux. On a plein de choses qu'on peut développer, mais d'un autre côté, on va pas passer 2 ans ou 3 ans à faire de la R&D pour sortir quelque chose dont on ne saura pas si ça sera vendable ou pas. En attendant, ça nous permet, avec un sujet qui est très dans l'air du temps, la prise de rendez-vous en ligne, où, comme je l'ai dit, il n'y a pas une innovation exceptionnelle, ça nous permet vraiment d'aller sur un sujet qui rémunère, quoi, d'avoir une politique économique viable assez rapidement et d'être, je pense, rentable assez rapidement. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.